Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, on va voir comment consommer à tout prix, ou plutôt, qu'est-ce que la consommation à tout prix a comme répercussion sur nous, la famille des investisseurs. Et ouais, tu vas voir, c'est une émission où je suis pas tout seul, bien évidemment une émission avec un petit fond d'enregistrement. J'ai eu tellement de bons retours sur cette émission-là que bon ben voilà. Et puis il y a aussi le Seigneur Vador qui sera avec moi. Enfin tu vas voir, c'est une émission un petit peu spéciale, mais fabuleuse quand même. Et comme d'habitude et comme veut l'usage, parce que sache une chose quand même, je suis tellement heureux, on est de plus en plus, c'est énorme. En fait, là l'émission a largement dépassé les 300 écoutes par émission, c'est... Merci et continue à faire le job. Je t'assure, ça m'aide énormément. Tu continues à prendre le téléphone de tes potes et tu les abonnes sauvagement à cette émission. Tu me laisses des étoiles, tu me laisses des commentaires. Bref, fais le travail, c'est super. Je te remercie, c'est vraiment génial. Alors aujourd'hui, on va parler donc de la société de consommation et du fait que les gens consomment de plus en plus. Donc l'émission est en 3 étapes, d'accord ? Patrick nous a préparé des petits passages d'une émission que j'ai écoutée la dernière fois, que j'ai trouvé fort intéressant, n'est-ce pas ? Et on va agrémenter cette émission de ces passages, mais avant, je ressens le besoin de cadrer le débat. Donc, première partie, nous allons cadrer un petit peu la société de consommation, humblement, hein, je vais essayer de faire ça rapidement. Deuxième partie, nous allons rentrer dans le couscoussier, dans le vif du sujet, hein, on va parler un petit peu de crédit revolving, de loyer impayé, bref, on va parler des conséquences pour nous de la société de consommation. Et troisième partie, si tu veux un petit peu, comme j'aime le faire à chaque fois, je dresserai un bilan de la situation et j'essaierai de te donner un petit conseil, somme toute, si je puis me permettre. Ok ? Alors, on va commencer dès le début avec cette histoire de société de consommation. Nous évoluons dans cette société de consommation, ne t'en déplaise, et contrairement à ce que certains veulent nous faire croire, nous ne voulons pas sortir de la rat race parce que nous sommes un ver dans la pomme, et que, comme tout ver dans une pomme, tant qu'il y a à bouffer, on est bien dans notre fruit, et on n'a surtout pas envie que quelqu'un vienne nous expulser de ce fruit-là. Et on aime bien bouffer à l'intérieur ce qui est là pour nous tout seul qu'à nous. On n'aimerait surtout pas qu'il y ait un deuxième verre dans la même pomme que nous, ok ? Et la pomme, c'est la société de consommation. Alors, qu'est-ce que c'est que la société de consommation ? Comment on définit un petit peu la société de consommation ? Alors, la société de consommation, c'est ni plus ni moins qu'une création permanente avec une simulation systématique d'un désir de profiter de biens de consommation et de services dans des proportions toujours plus importantes. Alors, je vais pas te répéter. Donc, il y a une notion de création de biens, création de services, qu'on essaye de stimuler. On essaye de simuler aussi en permanence le fait qu'on a besoin de ces trucs-là. Parce que comme on est dans une phase de création, bien sûr qu'on crée plein de trucs dont on n'a pas vraiment besoin. Mais l'idée, c'est d'un côté que des gens créent et proposent et que de l'autre, des gens consomment. Et ce qu'il y a de très intéressant dans des proportions toujours plus importante, toujours plus haut, toujours plus grand, toujours plus fort. Et c'est ça la société de consommation. C'est vraiment donc finalement être complètement déraisonnable et ne pas hésiter à utiliser des choses dont on n'a pas besoin. Alors, quels sont les outils qu'utilisent finalement ces créateurs, ces personnes qui proposent finalement ces choses que nous devons consommer? Parce que bon, moi je fais partie de la société de consommation, toi aussi si tu m'écoutes, parce que dès l'instant que toi et moi on est là, que tu m'écoutes sur un téléphone ou je ne sais quoi, eh bien tu fais partie de la société de consommation, parce que tu as un objet dans les mains que tu consommes, et on va le voir tout à l'heure, un objet avec une obsolescence programmée, terme fort récent qui est apparu dans les années 2000, dans le début des années 2000, puisqu'on a découvert effectivement que certains fabricants, les méchants, eh bien ils trafiquaient les objets pour qu'ils tombent en panne de manière programmée, pour pas que, bien évidemment, qu'on ait besoin de les changer, quoi. Voilà, on va faire simple, ok ? Bref, qu'est-ce qu'utilisent donc tous ces créateurs pour nous faire consommer? Alors ils utilisent le marketing, et j'ai envie de te dire, sans surprise, aujourd'hui tout le monde te baffle les oreilles avec ça. Fais du marketing, tu gagneras du pognon. Bon voilà, le marketing, la pub et la vente, ok ? Voilà les outils qu'ils ont à leur disposition. Je vais faire une émission que je suis en train de préparer sur les ventes à l'arraché, les arracheurs de moquettes comme je les appelle, mais c'est le débat d'une autre émission. La pub et le marketing, c'est vraiment leur objectif au travers de ces outils-là, c'est de pousser leurs clients à consommer au-delà de leurs besoins. J'insiste,
C'est-à-dire que les gens qui te proposent des choses savent déjà que tu n'en as pas besoin. Mais ils veulent que tu ailles, même pas au niveau de ton besoin, ils veulent que tu ailles au-delà. Donc par exemple, si tu as une voiture, l'idéal c'est que tu leur en achètes 2. Si tu as 2 voitures, l'idéal c'est que tu en achètes 4. Et là, tu es peut-être en train de te dire, ah Nicolas, t'abuses là, c'est pas ça du tout. Mais si, c'est ça. C'est vraiment, on va au-delà de ce dont tu as besoin. Et après, quand on arrive à un certain niveau, on est dans le luxe. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Là, c'est le moment où je te place ce que je t'ai glissé tout à l'heure, tu vois, les biens vendus qui ont une durée de vie volontairement courte, de sorte que le consommateur les renouvelle régulièrement. L'obsolescence donc programmée sur les appareils électroniques, mais aussi finalement un petit peu tous ces produits qu'on achète et qu'on se dit mais aujourd'hui ce qu'on fait c'est de la merde, et qui fait qu'aujourd'hui toi comme moi on est tenté d'acheter directement en Chine parce que au moins on paye le vrai prix, tu vois. Bon, on va pas rentrer dans ce débat, je m'égare comme d'habitude, mais j'ai dit ça, je dis rien. Merci Internet. Ok, là c'est le moment pour moi de te faire un petit aparté sur un concept qui m'est très cher, un concept que j'ai appris au lycée, qui est très intéressant, qui est pour moi le marché de première main et le marché de seconde main. J'ai vraiment envie que tu prennes un instant pour penser à ça. Si tu m'écoutes et que tu veux devenir riche, tu as avec cette partie-là juste les clés pour devenir riche. Effectivement, si tu es en France et que tu crées ta boîte, tu vas te lancer sur un marché de seconde main. Et donc, tu vas devoir vendre à des consommateurs au-delà de leurs besoins. Et donc, ça va vouloir dire qu'il va falloir que tu sois meilleur ou plus que ceux qui existent déjà. Si tu n'es pas un très bon entrepreneur ou que tu es un jeune entrepreneur, je te conseille de te lancer sur un marché de seconde main. Donc là, si tu as des parents, ils vont me maudire sur 3 générations, parce qu'en gros, je te dis de te barrer de la France et d'aller dans un pays où il n'y a rien. Parce que vendre à des gens qui n'ont rien, c'est toujours plus facile que de vendre à des gens qui ont déjà tout. Bon, voilà. Petit aparté que j'avais vraiment envie de te faire à ce moment-là, parce que je vois trop de gens qui sont là à philosopher sur trop de choses, alors que c'est aussi simple que ça en fait. Tu vois, quand l'Union soviétique est tombée, quand le mur de Berlin a été détruit, tu allais dans un pays de l'Est, là où il y avait toute ma famille, et tu allais là leur proposer, tu leur disais, voilà, regarde, j'ai tout ce que tu vois là, tu l'as pas, tu connais même pas Ikea, et ben tu peux acheter tout ce que tu veux. Voilà, tu leur proposais quelque chose et ils te le prenaient, parce qu'on avait tous les mêmes meubles là-bas chez nous, tu vois, on avait tous la même commode, on avait tous les mêmes trucs, c'était le communisme quoi, j'ai rien contre, hein. Chacun sa philosophie, moi je suis un consommateur inculte, hein. Mais bon, vois-tu, voilà, c'était intéressant parce que là, si t'arrives avec un truc, t'arrives avec une commode qu'ils avaient jamais vue, même si elle était pas super, ben, tu la vendais en fait, parce qu'ils l'avaient jamais vue et puis que pour peu qu'elle leur plaise, ben, c'était pas compliqué, c'est ce que j'essaye de dire. Bon, allez, on continue. Donc, on revient à notre marché de consommation, d'accord ? Je t'ai cadré un petit peu ce qu'était le marché de consommation. Et maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir que finalement, toutes ces mesures qui sont prises, donc je disais tout à l'heure, pour pousser le client à consommer au-delà de ses limites, elles sont faites, enfin, toutes ces mesures sont prises dans un seul but, c'est de pousser la personne à consommer, d'accord ? Mais surtout, ce que veut le marché, en fait, ce que veut la société de consommation, c'est que cette consommation l'emporte sur l'éthique. Je répète que la société de consommation veut que la consommation l'emporte sur l'éthique. Dès l'instant que je te dis que la société de consommation pousse un client à consommer au-delà de ses besoins et que ça en est la définition même, l'éthique n'est plus associée à cette société. C'est donc un monde qui est, comment dirais-je, qui est défini par un matérialisme qui est exacerbé, un individualisme, pardon, j'ai du mal à le dire, qui est lui aussi exacerbé, et une valeur marchande qui, elle aussi, est exacerbée, où finalement tous les intérêts court-termistes sont prépondérants et le plaisir éphémère est roi. Et tout ça, ça s'oppose avec les valeurs comme la patience, l'intégrité, etc., etc. Et c'est vraiment intéressant parce que ce que je suis en train de te dire là, il va falloir que tu le gardes en tête pour la suite de l'émission parce que vraiment, ça représente pour moi ce qu'est la société de consommation et un petit peu le monde auquel nous, les investisseurs, on est confrontés. Parce que nous, les investisseurs, premièrement, on n'a pas ce comportement-là. On est à l'opposé de ce comportement-là. On n'est absolument pas dans le court-termiste. Généralement, les investisseurs ont effectivement des plaisirs éphémères, mais ils se les accordent qu'une fois qu'ils ont atteint leurs objectifs. Encore une fois, ce n'est pas une généralité, on est tous différents. Je ne dis pas que j'ai raison, tu peux être différent, il n'y a pas de problème, mais
On passe tous par la case investissement avant de se dire je lâche les watts et je claque toute ma thune. Ok ? Et surtout, ce qu'il y a de hyper intéressant, et c'est là où ça va pour moi être le sujet de l'émission, c'est qu'on est confronté finalement, nous les investisseurs, à ces autres personnes qui font et qui animent cette société de consommation et que leurs comportements vont devoir finalement un petit peu s'accorder avec nos comportements, ce qui n'est pas toujours facile. D'accord ? Et au final, dans cette histoire, si notre travail, ce n'est pas de juger les autres dans ce comportement-là qui est à l'opposé de nous, en tout cas, notre devoir, c'est d'être au fait de la situation et surtout d'être lucide sur ce qui se passe dans cette société. Sans plus attendre, Patrick Magnéto. Le 30 du mois, c'est toujours la même angoisse pour Francisco Almeida. C'est le jour où son salaire est viré sur son compte. Alors, sitôt sa journée de travail terminée, il se précipite au distributeur automatique le plus proche. Là, je vais à la banque. Il faut le faire vite avant que le prélèvement y passe. Parce que la paye passe. J'ai déjà découvert 2000 et quelques euros. Et là, comme ça, je peux prendre un peu d'argent pour manger, pour vivre. Ce gardien d'immeuble gagne 1300 € par mois. Son problème, c'est qu'il est asphyxié par les crédits. Il doit rembourser chaque mois l'équivalent de ce qu'il gagne. Francisco doit retirer du liquide avant que ses créanciers prélèvent son compte. Alors avant de taper son code, il s'en remet à Dieu. Je suis vraiment pas sûr que Dieu ait un rapport avec tout ça. Alors, je te cadre le truc. Cette première petite intro, en fait, elle sert pour simplement t'expliquer rapidement ce qu'est cette émission. Je suis tombé sur une émission sur le crédit à la consommation. Là, ça commence. Là, je viens de te passer l'ouverture de l'émission au cas où tu la cherches. Elle est sur YouTube. Et c'est une émission qui parle du crédit à la consommation. Au début, on voit Francisco, donc il gagne 1300 € par mois. Il a 1300 € de crédit à la consommation. Donc, il peut payer Francisco, il peut plus rien faire. Hein. J'ai pas envie de te donner. Et c'est là qu'est arrivé le mal. Bon, tu l'auras compris, cette émission va être rythmée par Dark Vador et sa danse funèbre qui nous servira en fait un petit peu à nous alerter sur les passages qui vont vraiment nous intéresser. Alors, je termine finalement sur cette histoire. Donc, le crédit à la consommation, j'espère que tu en connais les tenants et aboutissants. Mais toi, en tant qu'investisseur, tu es en train de te dire « Nicolas, je comprends rien, pourquoi tu fais une émission comme ça ?» Ben, tu vas voir. Parce qu'en fait, tu pourrais très bien avoir Francisco comme locataire. Parce que peut-être que Francisco est ton locataire et que tous les mois, il prie Dieu pour te payer le loyer. C'est peut-être pas drôle pour toi, mais en tout cas, moi, ça me fait rire. Patrick Magnéto. Là, les dossiers que j'ai eus ce matin, la plupart d'entre eux, j'avais entre 5 et 8 crédits et j'en avais plus de la moitié qui étaient des revolving, des renouvelables. Hop, une petite seconde, je te coupe tout de suite, ça va te prendre que quelques secondes, je fais rapidement. Je te resitue maintenant parce que sinon tu vas pas comprendre un petit peu. Donc je t'ai fait l'intro de la société de consommation, après je t'ai passé le premier passage de l'introduction du reportage et là on est directement au passage où le juge, on arrive à un juge qui va juger plusieurs affaires. Là on en a déjà vu pas mal et on va en voir d'autres. On va aller à celle qui nous intéresse. Et simplement, je veux te dire ceci, tout le reportage était consacré à ce crédit revolving-là dont il est en train de parler, qui sont les crédits revolving nocifs, ceux qui se régénèrent au fur et à mesure que tu les utilises. C'est-à-dire que si tu prends 50 € et que tu les re-rembourses, eh bien en fait, tu dois 10 € de plus. Enfin, c'est une image, mais en gros, le crédit continue de se régénérer et ne se solde jamais, ce qui fait qu'au fil du temps, tes intérêts font que grandir et tu dois toujours de l'argent. Et donc, ce sont réellement des crédits nocifs et ça, je ne le remets pas en cause. Ce n'est pas vraiment le sujet de cette émission, mais j'avais besoin que tu comprennes le cadre. Patrick, on reprend. Alors, il y a la facilité qui peut être reprochée aux débiteurs parce qu'ils ne sont pas raisonnables dans la gestion de leur budget. Il peut y avoir aussi la facilité reprochable aux créanciers d'attribuer en un coup de téléphone, sans vérification suffisante, du crédit facile. Ce jour-là, il n'y a qu'un seul créancier présent dans la salle d'audience. Cette salariée d'un office HLM de Douai, Norévi. Elle poursuit plusieurs locataires en retard de paiement de leur loyer. Bascule du côté obscur. Les loyers ne sont pas payés. Et voilà le sujet de l'émission.
Alors que fais-tu maintenant si ton locataire, parce qu'il a pris des crédits revolving, eh bien, ne te paye pas? Alors rapidement, on va faire là, je vais te remettre la suite du passage, hein, mais je veux juste te faire un petit point. Eh bien évidemment, si quelqu'un ne te paye pas ton loyer, qu'est-ce qui se passe? On va dire qu'on a parlé d'éthique tout à l'heure, donc il y a la façon sans très peu d'éthique où tu vas aller toquer avec un marteau et tu vas faire le reste du travail pour que le logement devienne, comment dirais-je, inhabitable, mais c'est pas du tout un conseil que je te donne, c'est illégal bien évidemment. Ou alors tu as les démarches juridiques dans laquelle nous sommes en plein dedans, et où finalement, j'ai envie de te dire, le but c'est d'arriver à avoir gain de cause, sauf que tu vas voir que c'est pas si simple, et tu vas voir aussi que malheureusement, nous vivons dans cette société de consommation, et faire comme si ce genre de cas n'existait pas, c'est un peu comme si tu me disais, eh bien écoute, je sais pas moi, le Père Noël existe. Allez, Magnéto Patrick. Ensuite, on a encore un Aurévie avec Jean-Paul de Rambure. Approchez, monsieur. Ironie de l'histoire, Jean-Paul de Rambure risque de perdre son appartement pour des loyers impayés, alors même que la commission de surendettement vient de préconiser l'effacement de tous ses crédits à la consommation. Mais comme souvent dans ce genre d'affaires, ça ne suffit pas. Étranglé par ses crédits, il a fait l'impasse sur ses loyers. Malheureusement, nous n'avons jamais eu de réponse de la part de M. de Rambure pour essayer d'améliorer sa situation, à part effectivement ce dossier de surendettement déposé récemment. Alors, je refais un point à ce niveau-là parce que c'est important pour moi que tu comprennes bien tous les rouages de ce système. En fait, si tu veux, là, ce qui se passe, c'est que, donc, ce qu'il y a de très intéressant dans des situations comme celle-là, il faut comprendre que les gens, quand ils se retrouvent dans des situations pareilles, déjà, ils sont dans une situation de honte. Je cherche pas à défendre la personne qui a tort, je cherche juste à mettre en avant que finalement, si tu veux, il y a quand même... T'as entendu la partie adverse, hein, la personne qui est des logements sociaux qui dit oui, nous n'avons aucune nouvelle de cette personne, ce qui est en soi un problème, parce que c'est vrai que quand tu n'arrives pas à communiquer avec un de tes locataires, c'est assez compliqué de savoir ce qui se passe, et puis c'est assez énervant aussi, surtout si tu es bailleur. Bon là c'est effectivement des bailleurs sociaux, mais il y a quand même un côté énervant de la chose. Bref, il faut comprendre que ce comportement-là, il est essentiellement dû parce que les gens sont pas fiers en fait. Je pense que le mec, il préférerait payer son loyer. Souvent, ce ne sont pas des gens méchants en soi, ce sont des gens qui sont un petit peu... Je sais que c'est assez étrange de dire ça, mais victime, mais malheureusement, bon, ça existe. Et il y a un autre point qui est intéressant que je veux souligner, tu l'as entendu, la Banque de France, il y a une demande qui a été faite, et c'est la seule nouvelle qu'ont eu les bailleurs. Alors par exemple, pour le coup, je te donne une petite indication au passage, moi ça m'est déjà arrivé, un dossier comme celui-là. Et là, la Banque de France, elle a été informée de la situation, et donc il y a un recours qui a été posé en Banque de France, parallèlement au jugement que tu écoutes là. Ce qui veut dire que, d'un côté, le bailleur, lui, agit pour virer finalement le locataire, mais le locataire, lui, agit contre le bailleur, non seulement au niveau du jugement, mais aussi au niveau de la Banque de France, pour finalement, j'ai envie de te dire, arriver à avoir un effacement de dette. Patrick, on passe à la suite. Nous l'avons rencontré chez lui quelques heures avant de passer au tribunal. Ce père de 4 enfants est agent d'entretien de la ville de Douai. Avec un SMIC, il a le plus grand mal à faire vivre ces 2 derniers, en partie à sa charge. Lors de son divorce, Jean-Paul de Rambure a dû quitter le domicile familial du jour au lendemain. Pour meubler son nouvel appartement, il a fallu tout racheter. C'est là qu'il a souscrit plusieurs crédits renouvelables. Pour acheter cette gazinière, le frigo, la télé, une chaîne IFI. Jean-Paul de Rambure vit simplement, mais il souhaitait pouvoir accueillir ses enfants dignement lors de la garde partagée. Non, Vador, s'il te plaît, attends. Moi, j'ai une question. Jean-Paul, est-ce que tout ça était nécessaire? C'était un truc nécessaire, quoi. C'est vraiment un truc très utile, quoi. Pas pour... J'ai pas acheté ça comme ça pour que ça soit chic, tout ça, non. C'est parce que j'en avais besoin par rapport aux enfants. Crédit voiture compris, M. de Rambure a cumulé jusqu'à 27 000 € de dettes. Les remboursements ont fini par représenter plus de la moitié de son salaire. C'est là qu'il a arrêté de payer son loyer. Il y a certaines choses que j'achète, certaines choses que j'achète pas, que je peux pas trop me permettre. Donc je leur dis et je leur fais comprendre. Et on comprend. Voilà, je sais ce que tu es en train de te dire, que je suis un salaud. Et je veux pas que tu crois que je suis un salaud. Tout à l'heure, je l'ai tourné à l'ironie. Mais maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet avant qu'on continue cette émission. Il faut que tu comprennes que si tu voyais les images, Jean-Paul, il s'est pas payé des belles choses. Hein. Tout à l'heure, j'ai dit ça en rigolant, parce que j'aime bien mettre de l'humour dans ce que je fais. C'est très important, on peut rire de tout. En tout cas, c'est ce que je crois. Là, il faut comprendre que le mec s'est pas payé des belles choses. Le seul truc sur lequel je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit, c'est la bagnole.
Je trouve qu'il s'est payé une trop belle bagnole par rapport à sa situation. Là, je sais ce que tu es en train de te dire. Oui, mais Nicolas, il a des gamins. D'ailleurs, tu les entends à la fin qui disent mais je comprends. Mais c'est vrai qu'il a des gamins et que donc il y en a qui diraient oui, il faut qu'il ait une voiture solide parce que c'est la sécurité. Bon, je suis pas d'accord. Voilà, je vais être clair. Quand t'as pas d'argent, t'as pas d'argent. T'as pas de bagnole. Je suis désolé, mais si tu peux pas te payer une voiture, tu te la payes pas. Et tu vois, c'est là où je crois que la société de consommation le fait le plus de mal. Et c'est là où où je suis désolé de parler de ce sujet à ce moment-là. Mais c'est là où tu vois le manque. Le terme qui me vient, c'est d'éducation, mais c'est pas le bon terme. Je dirais que c'est le manque de bon sens dont fait preuve notre société. Voilà. Alors encore une fois, voilà, je critique pas. Je veux que les choses soient claires. Tout ce que je suis en train de dire là ne sont pas des critiques dirigées envers cette personne qui fait du mieux qu'elle peut pour son enfant et ses enfants. Et ça, je le comprends et je le respecte. Mais moi, j'ai pas eu d'argent et je sais de quoi je parle. J'ai pas eu de thunes. Et quand t'as pas de thunes, eh ben, tu fais sans argent. Et tu fais en sorte d'avoir de l'argent pour te payer les choses. Et je crois que là, c'est important, si tu m'écoutes et que tu te dis que, par exemple, tu veux construire comme moi un patrimoine immobilier ou si tu veux, je sais pas, bref, ce que tu veux faire de ta vie, mais que tu veux avoir du pognon. Fais toujours avec ce que tu as. Ne cherche pas à faire avec ce que tu n'as pas. Et s'il y a bien une morale à tirer à ce niveau-là, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise situation, il n'y a que des mauvais choix. Donc là, on est sur clairement quelqu'un qui a fait des mauvais choix et qui continue de les faire. Même Patrick Magnéto, je suis un peu énervé là. Vu la gravité de sa situation, la Banque de France a préconisé l'effacement total de ses dettes en juin dernier. C'est cette décision que conteste aujourd'hui la représentante de l'office HLM. Elle réclame précisément 1 576 € d'arriérés de loyer. Était de 1 576 € par an. Vous avez compris, monsieur, ce que dit Norévi? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je lui avais demandé si je pouvais avoir, s'il pouvait retirer 50 € sur le loyer en plus du loyer que j'avais et voir si on pouvait faire. Il m'a dit qu'il faisait plus tout ça. Au rythme de 50 € par mois, Jean-Paul de Rambure aura remboursé son bailleur dans 3 ans. Mais l'organisme HLM semble beaucoup plus pressé de récupérer son appartement. Effectivement, il y a une procédure de résiliation de bail qui a été engagée. Monsieur de Rambure la prend sous nos yeux. Résiliation de bail, ça veut dire qu'il risque l'expulsion. Bien, d'accord. Le jugement sera rendu le 11 janvier. À la sortie de la salle d'audience, le père de famille encaisse le coup. Il a dit qu'il allait bien préciser qu'il y avait une autre poursuite de jugement qui était en cours pour expulsion du logement. Et ça vous fait peur Expulsion, oui. Si je suis expulsé, je vais vivre où? Je peux pas vivre dans la famille, je peux pas vivre dehors non plus. Donc, voilà. Pour s'être trop endetté, Monsieur de Rambure risque de perdre son appartement. Alors là, tu penses quoi là? Hein? Qu'est-ce que tu penses qui va se passer? À la porte? Pas à la porte, t'en penses quoi là? Prends une seconde pour réfléchir avant que je te mette l'autre extrait là. Demande-toi un petit peu. Au vu des éléments que tu as eus, qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Tu as bien entendu quand même, la Banque de France a demandé l'annulation de la dette. Qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Allez Patrick, balance-leur la sauce. L'audience est levée. En réalité, le magistrat confirmera 2 mois plus tard l'effacement des loyers en retard dus par Jean-Paul de Rambure. Le père de famille ne devrait pas être expulsé. L'audience est levée. Je rigole, mais c'est vraiment pas drôle, hein. Parce que là, tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Là, tu te tapes la crapule qui paye pas ton loyer, qui est surendetté et qui tu peux rien faire. Tu peux pas le virer, tu peux pas récupérer ton appartement et l'audience est levée quoi. Moi, j'ai envie de dire, la merde est dans le cabinet, mais bon, c'est un peu sec comme réplique. Hein. Mais sincèrement, là, tu fais quoi là? Hein, on appelle Dark Vador, il va lui couper la tête. Non mais comment on fait? Donc on a un vrai problème quoi, tu vois, sur ce système parce que la France, en fait, elle est construite de cette façon-là. Notre système, tel que tu viens de l'écouter, eh ben, il est fait comme ça. Et toi, t'es propriétaire, tu fais partie de ma famille, et t'as entendu, je t'ai dit quoi tout à l'heure, ça m'est arrivé. Et donc, je partage pas ça avec toi pour j'en rigole avec toi, donc il n'y a pas de problème. Je partage pas ça pour te faire peur, au contraire. Mais ce sont des problèmes que potentiellement, tu peux rencontrer. D'accord ? On parle quand même de, je veux pas dire de conneries, mais 5% de la population française. 5% de 66 millions d'habitants, ça fait quand même un petit peu de monde. Hein. On parle pas de 100 personnes, quoi. Tu vois, c'est un petit peu plus que ça. Et
quand tu sais que, comme j'ai dit tout à l'heure, on est dans une société qui n'a pas vraiment d'éthique. Là, on le voit. J'ai envie de te demander où elle est l'éthique. Alors certes, je sais bien que tu es en train de te dire. Oui, Nicolas, on a des droits. Ça, c'est le mot que tout le monde te sort. Surtout, bref, toute une catégorie de gens. Ouais, j'ai des droits. Ouais, mais les gars, avant d'avoir des droits, on a des devoirs, tu vois. Et c'est le problème de la société, c'est que tu as l'impression que la société, elle ne récompense pas ceux qui font leurs devoirs. Par contre, elle donne des droits à tout le monde, d'accord ? Et au lieu que finalement, on se concentre sur ce qui est juste et on essaye de faire appliquer la justice, d'accord ? Eh bien non, d'accord ? Sous couvert de la bienséance, on laisse faire ce genre de situation qui au final finissent mal. Parce que ça, voilà, on va quand même le dire. Moi, je suis obligé de le dire à ce moment-là. Ça finit mal, ces histoires-là. Pourquoi ? Parce que d'un côté, il y a toujours un des deux côtés qui se sent lésé. Et croire que le propriétaire est riche et machin et bidule les trucs, c'est pas possible en fait. Et quand je vais au tribunal, ça m'arrive de temps en temps, eh bien, qu'est-ce que je vois ? Je vois des gens, parfois, des propriétaires. Moi, je vais te raconter une histoire que j'ai vécue rapidement, parce que sinon l'émission va encore durer des heures. J'ai quand même vu un couple de personnes âgées avoir loué un appartement à des gens qui ont détruit l'appartement et qui ont eu tort à l'arrivée. C'est-à-dire que le juge leur a dit « Non, mais votre appartement devait être insalubre ». Et le mec, ça faisait 20 ans qu'il loue l'appartement sans jamais avoir de problème. Alors, je vais quand même un peu modérer les choses. C'est vrai que là, on était face à un propriétaire qui n'avait jamais donné un seul coup de peinture dans ses 20 ou 30 dernières années dans son appartement. Il n'avait même pas rénové, donc le truc était vraiment apparemment dans son jus. Je vais quand même peut-être, pour le coup, donner un petit peu raison au locataire. Mais ce genre de cas arrive. Et moi, ce que je veux souligner, c'est que ça se termine mal parce que là, on est dans le cadre d'une institution de logement HLM qui finalement, je te dis pas qu'ils peuvent faire face parce que quelque part, c'est notre argent, les gars. Bon, on va pas parler de ça. Et d'un autre côté, si c'est un privé à la place des HLM, y a des gens qui pètent un câble. Il y a des gens qui pètent un câble. Je peux pas raconter d'histoire ici, je suis désolé, mais je peux t'assurer qu'il y a des gens qui pètent un câble. Et sans plus de transition, voyons maintenant le côté du juge. Magnéto, Patrick. Pour le juge, la responsabilité du surendettement est bien souvent partagée entre les débiteurs et les créanciers. Pourtant, les banques et les sociétés de crédit, comme ce jour-là, ne se présentent que rarement aux audiences. Et il y a une bonne raison. Dès lors que une créance commence à connaître des impayés et qu'elle entre dans la phase du surendettement des particuliers, à ce moment-là, d'un point de vue comptable, en termes de gestion d'entreprise, pour ce créancier, elle devient une créance douteuse. Dans leur comptabilité, passent ces créances comme étant perdues. De leur point de vue, elles sont perdues. Donc, ils ne vont pas faire d'efforts très importants pour chercher à les récupérer. Alors là, on est sur le sujet sérieux. On est dans le cœur du débat. On est dans le cœur de l'émission. On a eu le point de vue du juge et je vais commencer par dire que bien évidemment, chaque chose qui est dite est sujette à multiples interprétations. Moi maintenant, je vais te donner mon opinion avec les pincettes que je peux me permettre d'y mettre parce que effectivement, tu vas voir qu'elle est à modérer un petit peu. Pour moi, c'est ce que je comprends dans ce que dit le juge. Il sous-entend clairement que finalement, pour ces grosses sociétés, il y a ce qu'on appelle des pertes et profits et que finalement, moindre mal, puisque je ne sais pas si tu es au courant, mais en fonction avec qui tu parles de cette fameuse ligne de pertes et profits, eh bien pour certaines grosses entreprises, effectivement, certaines personnes te diront que c'est un avantage. Sauf que là où moi je ne suis pas d'accord, c'est que effectivement, financièrement, on peut rentrer dans des considérations comme on veut, et je vais revenir à l'introduction, parce que l'introduction de cette émission est très importante, et au fait que nous vivons dans cette société qui recherche, je vais te rappeler mes termes très précisément, d'accord ? Toutes les mesures sont prises par la société de consommation pour que le désir de consommer l'emporte sur toute considération éthique. Et là, j'ai envie de te dire qu'on est dans le cœur du sujet. Il y a beaucoup de gens qui, comme moi, sont révoltés par parfois ce comportement que peuvent avoir certains juges et peuvent se retrouver vraiment énervé. Moi, je peux être très énervé, très habité par ce genre de débat. Tu pourrais manger avec moi à table et être à côté de moi, me donner des coups de coude et me dire « Nicolas, baisse d'un ton, j'ai la tête comme un melon, t'es en train de gueuler, j'en peux plus. » Et je peux très bien, très très vite monter dans les tours parce que pour moi, en fait, j'ai ce sentiment très fort de justice en moi et
Clairement, je suis face à une situation où je vois quelqu'un qui a des droits et des devoirs, qui est là à tout le temps me brandir ses droits, qui à la fin finissent par me casser les burnes. Voilà, je vais te le dire comme je le pense. J'ai envie de lui taper dessus sur la tête avec ses droits de merde, là, tu vois. Bim, 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 tais-toi. Et de lui dire, t'as des devoirs d'abord. Donc fais tes devoirs et après tu me parleras de tes droits de merde. Au lieu de faire l'inverse. Ah, j'ai des droits, ferme-la, ferme-la. Voilà ce que j'ai envie de leur dire à tous ces gens. Et là, t'as un juge qui lui dit amen. Mais si tu remets dans le contexte de mon émission et que tu comprends la phrase que je te redis à nouveau, d'accord ? Toute la société actuelle, moderne, européenne, occidentale de consommation, et que je te rappelle que tous les pays émergents veulent adopter, d'accord ? Toutes les mesures sont prises pour que le désir de consommer l'emporte sur toute considération éthique. Alors, la réaction du juge prend tout son sens. Et là, je suis très désolé de te l'apprendre, parce que toi, comme moi, on est de la même famille. Et notre rôle, c'est quoi ? Notre rôle, c'est d'être lucide sur la situation. Et dans ce besoin, dans cette, dans cet élan de lucidité, j'ai envie de partager avec toi et d'aller au bout de la démarche. Tu vois, il faut qu'on aille au bout de la démarche. On va observer ensemble, d'accord, une consommatrice, quelqu'un qui a bien compris comment tout cela fonctionne. Et à partir de là, une fois qu'on aura vu tout ça, en réalité, toi, tu dois te mouvoir là-dedans. Tu dois arriver à avancer au milieu de cette jungle et en tirer ton épingle. Et tu vas voir que c'est possible. C'est possible. Mais il faut que tu aies conscience de tout ça. Patrick, balance la consommatrice. C'est parti, on décolle. À Bordeaux, c'est le cas de Naïma, la mère de famille qui négocie tous les mois chez son huissier. Interdite bancaire, elle n'a plus le droit de contracter le moindre crédit et a déposé un dossier de surendettement. Et pourtant, elle va quand même faire des courses. Ce jour-là, elle est venue acheter du mobilier à crédit. Elle a donné rendez-vous à une amie et ce n'est pas par hasard. Les deux jeunes femmes vont faire une petite folie. Naïma va acheter et c'est son amie qui va prendre un crédit à sa place. Elles s'arrangeront ensuite entre elles. Nous sommes dans les affres du crédit à la consommation. Là, on touche. Là, au-dessus, il y a Dieu. Ah, ça y est, on y est, là. Ah, j'en peux plus, je te jure, je me marre. Bon, alors après, bon, l'émission est pas drôle, en fait. C'est moi qui... Et je suis obligé de rire, en fait. Parce que tu vois, c'est ça qui est énorme, en fait. C'est que, tu vois... On est là, donc d'un côté, tu as la société qui te pousse à pas être éthique, à vraiment... j'ai envie de te dire, c'est le pire de l'humanité, quoi. Je veux dire, il peut pas y avoir pire, quoi. Et toi, tu es là, tu essayes de bien faire les choses, carré et tout. Et de l'autre côté, tu as des gens comme ça, j'ai envie de... Tu sais quoi, je me marre, c'est drôle et tout, c'est vrai que c'est drôle. Mais ils ont tout compris, en fait, parce que c'est ce qu'ils veulent, en fait. Puisque finalement, à l'arrivée... Enfin... J'aimerais, écoutez les gars, franchement je vais vous dire un truc à ce stade, partagez-la un max cette émission, il faudrait que des juges l'écoutent, et tu sais ce que j'aimerais qu'il y ait un juge qui vienne là et qu'on refasse l'émission en écoutant celle-là, pour qu'il m'explique en fait, parce que c'est tellement, tout ça c'est tellement débile en fait, ce que tu te dis, moi je me le dis là à ce stade, j'ai envie de lâcher les watts, pourquoi ? Ce que je veux dire c'est pas compliqué ce qu'elle fait là, elle, j'ai qu'à le faire pareil, qu'est-ce que je m'emmerde en fait après tout, moi je dis ça je rigole, honnêtement je suis mieux à ma place qu'à la sienne, mais... Voilà, j'avais envie de te montrer, tu vois, là on est vraiment dans de la consommatrice de compète, quoi. Celle qui a ses copines qui lui permettent de consommer toujours plus. Alors, j'ai retiré les montants parce que quand tu entends les montants, après c'est vrai que c'est là que c'est un petit peu ridicule, hein. Tu te rends compte que bon, c'est ce que moi j'appelle des gagnes petits, désolé, je veux pas me manquer de respect à cette personne. Naïma, je t'apprécie et tu es une femme magnifique et j'ai adoré te regarder tes aventures sur cette émission. C'est pas du tout contre toi, c'est juste que tu verras, on parle de 150 €, quoi. Enfin bon, moi voilà. Bref... le jeu n'en vaut pas la chandelle, mais ce qu'il y a d'intéressant malgré tout, c'est de voir que certaines personnes ne reculent devant rien et tu es susceptible de tomber sur ce genre de personnes comme locataire. Patrick, on continue. Mais aujourd'hui, moi je vais rien payer et mon ami non plus parce que nos chers magasins et la société de consommation nous offrent des achats aujourd'hui et sans le payer aujourd'hui, dans 3 mois. Donc d'ici 3 mois, j'aurai le temps de faire quelques économies et puis je réglerai mon ami en espèces. Donc c'est votre copine, c'est un peu votre banque en ce moment ? Oui. Banque sans intérêt et sans frais. Je rigole à cause de la musique, hein, c'est pas du tout ce que j'ai entendu parce que j'ai envie de pleurer. Là, j'interviens vraiment pas pour... ça va être très rapide, juste pour te montrer... à quel point le savoir est un pouvoir, parce que là on le voit, tu vois, là qu'est-ce qu'elle dit,
Je vais emprunter sans intérêt et sans prêt. Enfin, je sais même plus, tu vois, tellement c'est ridicule. Et l'autre, la nana lui fait, celle qui fait le reportage, elle dit ah, votre ami, c'est un peu votre banque. Hein. Non, mais enfin, je veux dire, mais tu te rends compte de ce qu'ils disent? Ils font un crédit revolving avec un taux à 16 ou 17 ou 18%. Et il y a quelqu'un qui lui dit ah ouais, sans intérêt, sans prêt. C'est votre banque. Non, mais c'est pour te montrer, mais. Enfin, voilà, c'est la société de consommation, comme elle le dit. Donc, alors, moi j'ai une devise, en fait. Quand on te donne quelque chose, pourquoi tu le prendrais pas? Et là, on est en plein dedans. On lui donne un truc. Pourquoi elle le prendrait pas? Allez, Patrick, balance la suite. Dans ce rayon-là, elle se montre raisonnable. Elle opte finalement pour une cafetière à 20 €. Mais au rayon luminaire... Normalement, c'est ce que je devrais faire. Acheter une boule en papier à 3,43 €. Logique. Normalement... là, c'est ce que je mérite, vu que je suis rentrée dans l'endettement. L'argent, quoi, tout simplement, c'est l'argent. Qui a dit que l'argent ne fait pas le bonheur? Plusieurs choses, là, vraiment plusieurs choses, sérieusement, qu'il faut que tu analyses et que tu aies en tête. Tu vois, cette nana, là, elle est là, elle devrait prendre un truc à 3 €, elle dépense un truc à 50 €. Je crois, si j'ai bonne mémoire, dans ce reportage, que la personne, elle avait 2 enfants et un mari. Donc, d'accord... on peut considérer que pour qu'elle puisse vivre, il lui faut un P4. Un P4, par exemple, dans ma région, ça se loue 700 € minimum, un truc à peu près propre et encore vraiment moyen, quoi. Si tu veux un truc un peu joli, on va friser les 900 €, quoi, tu vois. Et tu te dis, mais donc en fait, si la nana, elle peut même pas dépenser 50 €, elle est à 50 € près, comment elle fait pour me payer mon loyer? Tu vois la réflexion qu'il y a derrière, le problème sur cette déjà première partie que, comme je te disais tout à l'heure, je crois que dans ce magasin, en tout, elle fait un paiement différé de 150 € qu'elle va devoir 37 € par mois à sa copine sur 6 mois. Je vais pas te faire un dessin, on est pas loin du fond, quoi. Hein. On s'est échoué là. Hein. C'est la décadence humaine, quoi. Enfin, voilà. Bon, mais c'est pas ça le pire. On conclut cette partie-là avec qui a dit que l'argent ne faisait pas le bonheur. Mais la personne, elle fait rien pour en gagner, quoi. Et c'est dramatique, en fait. C'est dramatique, cette situation. Et vraiment, je t'en prie, s'il te plaît, si tu fais partie des personnes qui ont cette espèce de... où l'argent leur brûle les mains, qui ont besoin de tout le temps dépenser, intègre des programmes, apprends des choses, viens voir des mecs comme moi ou comme il y en a plein sur Internet, n'importe lequel, même le pire, ça sera le mieux, en fait. Parce que une situation comme celle-là, elle est dramatique. Et toi qui m'écoutes, ton travail d'investisseur, d'entrepreneur, peu importe, c'est de détecter ces personnes-là. C'est d'être capable de te dire, oulala, fais attention, cette personne, elle n'est pas fiable financièrement. Parce que il y a une chose qu'on ne dit jamais sur l'argent et que je vais placer ici parce que c'est vraiment important que je te le précise. L'argent, si tu veux, a des incidences psychologiques. Alors, dit comme ça peut faire grave. Je vais le dire un petit peu autrement. Le fait d'avoir ou de manquer d'argent, d'accord, va avoir des répercussions sur ta manière d'être. Et que ce soit dans l'entrepreneuriat et que tu travailles avec un de tes collaborateurs, ou que ce soit dans l'investissement et que tu es un de tes locataires, une personne qui est mal dans sa peau, elle entretiendra mal son poste de travail, sa clientèle, peu importe ce que tu vas lui confier comme responsabilité dans l'entrepreneuriat, et elle entretiendra mal son logement qu'elle est censée bien entretenir si tu es dans l'investissement. Et dans les deux cas, sont des personnes toxiques avant tout pour elles-mêmes, bien évidemment, mais toxiques aussi pour leur entourage. Et crois-moi, sincèrement, tu ne veux pas avoir de gens comme ça autour de toi. Parce que là, on est vraiment dans quelqu'un qui est à fond dans la société de consommation et où finalement, il vaut mieux être une entreprise pour lui vendre un truc que qui que ce soit d'autre. Hein. D'ailleurs, réfléchis bien à ce que je viens de te dire. Hein. Allez, Patrick, envoie la sauce. Il n'y a jamais de stop, on ne peut pas. Tant qu'il y a de la consommation et qu'il y a des avances et des promotions et des magazines, c'est comme quelqu'un qui est drogué, on ne peut pas l'arrêter du jour au lendemain. Pas petite dose. C'est un peu une drogue. Ah oui, c'est une drogue, c'est une énorme drogue. Au bout d'une heure, la note s'élève à 174 €. Ça y est, Naïma a eu sa dose. Là, tu vois, c'est très intéressant parce qu'on touche du doigt un autre problème qui est l'aspect drogue, comme tu viens de l'entendre, et grosses dépenses que peut avoir un consommateur compulsif. C'est quasiment une maladie. Je ne vais pas rentrer dans ce débat, sinon l'émission va durer des heures. Simplement, pose-toi à ce stade une question. Imagine que c'est ta locataire. Imagine maintenant là, que tout ce que tu viens d'entendre, que une des deux personnes, une des deux héros de cette émission, soit ton locataire, Jean-Paul ou Naïma.
comment tu agis, comment tu réagis, quelles sont les premières actions que tu vas mener. Avoir de l'immobilier, c'est avoir des locataires. Moi, j'ai de plus en plus de locataires et j'ai des personnes comme ça dans mon parc locatif. Je suis obligé de le reconnaître, hein, il faut que je te le dise. Et c'est très intéressant de se demander comment gérer ces gens-là. Tu ne peux pas faire comme s'ils n'existaient pas. Tu ne peux pas éternellement vivre en te disant que tu n'auras jamais de problème. C'est possible tant que ton parc reste raisonnable, que tu es assez proche de lui avec une forme de gestion familiale, mais plus ton parc grossit, plus c'est une entreprise, moins tu as de prise sur justement ce qui se passe à l'intérieur, tu es un gestionnaire lointain, éloigné de la réalité du terrain, et tu finis par finalement subir un petit peu certaines situations et te rendre compte que parfois certains locataires sont mis, pas à ton insu, mais que toi en tout cas tu ne les aurais pas mis, et c'est difficile d'un côté de brimer ou blâmer tes collaborateurs parce qu'ils ont fait leur travail et que c'est impossible au premier abord de détecter ce genre de personnes. Et qui plus est, reconnaît qu'elle a un problème et qu'elle est en train de te dire, tu vois, ben, c'est comme de la drogue, j'aime l'argent, j'en ai besoin, je veux le dépenser. La nana, elle a l'air sincère, sérieux, enfin, sensée, pardon, j'ai dit, mais aussi sincère, sensée. Elle a pas l'air bête puisqu'elle a conscience de sa situation. C'est une personne, somme toute, qui a l'air très agréable, mais c'est une dépenseuse compulsive. Et toi, ben, tu vas devoir vivre, enfin, tu vis déjà avec ces gens-là, mais si tu les as dans ton bâtiment, dans ton appartement, peu importe où, mais en tout cas, d'une manière ou d'une autre, lié à toi par une transaction financière, ben, tu es plutôt dans la merde, parce que là, tu comprends bien qu'il y a un vrai problème. Je te laisse réfléchir à ça, on écoute la dernière partie et on conclut. En plus de ses crédits et des échéances chez l'huissier, Naïma va devoir rembourser à son ami 37 € par mois pendant 6 mois. Ben, je vais payer à sa place et on trouvera un petit arrangement, mais il n'y aura pas de souci. C'est pas ça qui va arrêter notre métier, quoi. C'est un peu la musique et un peu ce qu'elle a dit à la fin. Alors je sais pas ce que t'entends toi à la fin. Moi j'entends métier. Et dans le reportage ils ont écrit amitié. Je suis obligé de te dire la vérité. J'arrive pas, j'ai écouté plusieurs fois le passage, je vais pas te le repasser là, tu te le repasses si t'as envie. Mais je serais pas étonné que ce soit, c'est pas ça qui va empêcher notre métier, tu vois. Moi en tout cas, ce que je peux te dire c'est que je serais pas surpris, peu importe qu'elle dise ça ou pas. Et c'est ce par quoi je veux finir, je ne serais pas surpris qu'il y ait des gens qui fassent ça en permanence. Parce que dans le reportage, je n'ai pas choisi cet extrait-là, mais il y a une personne qui était mise en avant et qui expliquait qu'elle vivait grâce au crédit revolving et qu'elle s'en servait comme tampon. Sauf que les reporters ont fait les comptes pour elle et qu'en réalité, elle avait commencé un crédit revolving à 2000 €, enfin elle devait 2000 € à l'organisme de crédit. Et genre, je crois, 2 ou 3 ans après, elle doit 2700 €. Le crédit ne s'arrête jamais, les intérêts font que grandir en fait. Et il montrait tous les dangers liés à ça. Mais ce qui est fou en fait, imagine qu'il y a des gens qui font que ça. Et que donc, ben toi, tu dois les détecter. Tu dois les détecter. C'est une obligation. C'est obligatoire. Sinon, t'es dans la merde. Alors, sans plus de transition, il est temps que je te donne 3 étapes, 3 points, 3 étapes pour que tu arrives finalement à détecter, enfin que tu mettes en place un système dans ton organisation pour en tout cas te prémunir de ce genre de situation. Pour faire en sorte que si la situation elle arrive, tu sois protégé du contact avec ces individus-là. Pourquoi je te dis ça? Et c'est d'expérience que je te le dis. Ce sont des gens nocifs, comme tu l'as compris. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça m'arrive encore et ça m'arrivera encore. C'est quelque chose auquel je serai en permanence confronté parce que la société de consommation produit des individus comme ça. Elle est faite pour ça. Mais ce qu'il faut surtout, c'est te préserver parce que leur comportement est nocif. Les lois, pas les protègent, mais sont un peu à leur avantage. Certains d'entre eux sont très au fait de ce fonctionnement-là, en tirent parti et en profitent, n'en déplaise à certaines personnes. Et toi, tu dois, dans tous les cas, te préserver. C'est surtout ça que je vise, te préserver, parce que ça peut grandement entamer ton moral et te mettre dans une position de faiblesse. Et crois-moi, plus tu grandis, plus tu as de responsabilités, plus tu ne veux pas être dans une position de faiblesse, parce qu'une position de faiblesse, c'est laisser une ouverture aux gens avec lesquels tu travailles ou à d'autres personnes qui peuvent profiter de cette position de faiblesse pour entamer un peu plus soit tes finances, soit ta situation, bref, tu l'as compris. Alors, tu vas voir ces 3 étapes très simples, d'accord? Et il te suffit juste de prendre note et de les respecter, en fait, d'accord? Alors, première étape, et je crois que c'est la base de tout, elle est essentielle, c'est de te constituer un patrimoine stratégique. Ça veut dire que tu ne dois pas avoir un patrimoine fait que de logements. Moi, j'ai un patrimoine très varié
Et il faut que toi aussi, tu aies un patrimoine très varié. Ça me paraît obligatoire. Il n'y a pas d'autre possibilité que de ça. Donc moi, dans mon patrimoine, il y a tout. Parking, hangar, commerce. Tu peux te faire toute la liste que tu veux, maison. Tu passes tout ce que tu veux, il y a tout. Voilà, tu cherches pas, il y a tout. Alors au début, tu n'auras pas ça. Mais c'est à toi d'être stratégique. C'est tout. Je ne peux pas plus t'en dire. Bon, deuxième point, hyper important et très simple aussi. Tu dois être très carré. Alors au début, tu n'auras pas d'argent, donc tu vas devoir faire peut-être un petit peu lésiner là-dessus, mais sur la rédaction des baux, tout ce qui est les contrats de location que tu peux avoir avec tes locataires. Ça doit être fait aux petits oignons. Alors si tu as les moyens de te payer des prestataires, passe par des prestataires, c'est encore le mieux. Si tu n'as pas les moyens comme moi au départ de rien te payer, eh bien, tu fais avec, mais tu essayes de récupérer des baux le mieux que tu peux, en tout cas, pour bien encadrer les choses. Et troisième point, pareil, c'est assez contre-intuitif parce que pendant longtemps, je ne l'ai pas prise et que je te conseille aujourd'hui de la prendre, c'est la garantie des loyers impayés. Je l'ai dit un peu avec l'accent, ça change un peu, tu vois. La garantie des loyers impayés, tu dois la prendre pour une simple et bonne raison, parce que la garantie des loyers impayés te garantit aussi, finalement, tout ce qui est procédure judiciaire derrière. Et dans ces cas-là, tu n'as pas à prendre part à ce genre à ces choses-là. Et du coup, tu ne vas pas te sentir broyé, écrasé par le système, parce que c'est vrai que c'est assez lourd. Bref, c'est pas le propos. Pour conclure, et je vais conclure par ça, je vais te résumer un petit peu toute cette longue émission que j'ai beaucoup aimé faire, surtout avec la marche impériale de Dark Vador, ça m'a beaucoup amusé. Juste ça, le résumé de tout ça, c'est que tu l'as compris, d'un côté, on a une société de consommation qui nous pousse à avoir des comportements non éthiques, à être individualiste, une marchandise, égoïste, fermé socialement, bref, tu as compris le but de la société de consommation. Et de l'autre côté, tu as des juges que nous, les investisseurs, on aurait aimé avoir de notre côté, mais qui vont un petit peu dans ce sens-là, et qui, malheureusement, ne jugent pas comme, selon la règle du droit et des devoirs. Voilà, les droits passent encore avant les devoirs. Et au final, je ne vais pas refaire l'émission, je conclus. Je pense que ton seul rôle à toi, c'est de rester lucide. Tu dois rester lucide. Je t'ai donné les 3 étapes, donc stratégie de patrimoine, rédaction de tous les contrats au carré, parce que c'est ça qui va te sauver, et bien évidemment déléguer la garantie financière, la garantie des loyers impayés, d'accord, pour avoir justement des avocats, tout ce qu'il faut pour être bien encadré. Mais tu dois rester lucide. Tu dois être au clair sur les individus qui peuplent cette société, le mode de fonctionnement de la société et ta place dans cette société. J'ai adoré passer ce moment avec toi, comme d'habitude. Pense à me noter cette émission, c'est hyper important. Mais vraiment, c'est vital. Je veux dire, ta voiture va s'arrêter si tu le fais pas. Tu le sais pas, mais ça peut s'arrêter là tout de suite. Hein. Et puis tu prends le téléphone d'un de tes amis, tu l'abonnes sauvagement, et si tu veux travailler avec moi, tu vas sur le site, tu prends un de mes programmes, et tu viens ici, dans mes bureaux. Tu verras, ça va être génial. Je te kiffe, je te remercie d'être là avec moi, et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!